Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Cerise et compagnie. Je vous présente l'interview de Franck Nattier, que j'ai interviewé ici, au centre de la forêt nourricière, dans le sud de la Mayenne. Comme il y avait des questions, eh bien, je lui ai posé directement. Et du coup, voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis à bientôt. Bonjour Franck Nattier. Bonjour Jean-Roch. Bonjour, alors Franck, pourrais-tu te présenter en quelques mots et présenter la forêt nourricière, s'il te plaît? Donc je fais des recherches depuis une vingtaine d'années. Je suis dyslexique, donc je suis pas prédisposé à m'adapter à cette belle société. Et donc ça fait depuis que je suis né en fait que je suis pas bien dans cette culture, dans ce système. Et ça fait à peu près 20 ans que je m'intéresse à la permaculture et à tous les processus qui nous permettent de nous réautonomiser et de faire un monde meilleur dit rapidement. Et donc la forêt nourricière, à l'origine c'était une association qu'on a créée en 2011, 2010-2011, et qui m'a permis de pouvoir faire des recherches, faire des formations et écrire des livres et les distribuer de manière complètement autonome. Et donc avant c'était une association, maintenant c'est devenu une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Voilà, et on fait des recherches à la fois sur la synergie végétale, donc les associations de végétaux qui peuvent nous permettre de nous nourrir et comment mettre les plantes en complémentarité plutôt qu'en compétition. Et je m'intéresse aussi à la synergie humaine, donc je pourrais faire le même parallèle, c'est faire en sorte d'aider les êtres humains à déjà se reconnaître en tant que plante un peu spécifique et ensuite à faire des associations avec des plantes complémentaires plutôt que des plantes avec lesquelles elles seront en compétition. Donc voilà, c'est un peu ça mon dada en fait, faire un monde meilleur en essayant d'associer et en essayant de créer de la synergie plutôt de la compétition et voilà, du contrôle, essayer d'aller dans le sens du vivant, quoi. D'accord. Bah oui, c'est excellent. Il y a beaucoup de sujets qui s'entremêlent. Je vais te poser une question simple. C'est une question qui a été posée par une dame, hein, une internaute. Comment définirais-tu la permaculture? Qu'est-ce que la permaculture pour toi, en quelques mots? Je vais le faire en deux phases. Je vais dire ce que c'est et puis ce que c'est pas. Parce que comme ça, du coup, ça permet de casser tout un tas de... Donc la permaculture, c'est une méthodologie de conception écologique, globale, holistique, donc qui aborde à peu près tous les sujets de la vie et tous les besoins fondamentaux, que ce soit les besoins des humains et les besoins des écosystèmes. Donc ça va prendre en considération à peu près tout ce qui est en lien avec notre santé, notre bien-être. Donc ça parle d'éco-construction, ça parle de production alimentaire, ça parle de vivre ensemble, ça parle d'éducation, euh, ça parle d'énergie, d'argent, de santé. Et donc tout ça de manière holistique. Donc holistique, ça veut dire interconnecté, interrelié. Et donc c'est le seul concept à l'heure actuelle qui est sur Terre, qui est cette vision holistique. Le seul qui s'en approchait, c'était la biodynamie de Steiner, sachant que c'est considéré comme secte, alors que la permaculture n'est pas considérée comme une secte. Ça a une approche très scientifique, très pragmatique. Voilà. Alors qu'est-ce que ça n'est pas? Ça n'est pas une technique de jardinage. On a plein de techniques de communication, d'outils de communication, la communication non violente, la communication transformative, mais la communication non violente, c'est pas la permaculture. On a plein de techniques de jardinage. Là, on est devant une culture multi-étagée avec des plates-bandes. Il y en a qui font des cultures sur but, qui font des jardins-forêts, qui font de l'éco-pâturage, qui font du maraîchage sur le sol vivant. Tout ça, c'est que des techniques. Du moment que ça prend soin de la terre, que ça prend soin de l'humain, que ça crée de l'abondance et que ça partage équitablement les surplus, c'est de la permaculture. Mais la permaculture, elle n'a pas une technique de jardinage particulière. Certains vous diront, ah, en permaculture, le sol doit toujours être couvert. Non, c'est faux. Expliquez ça à mes poules, vous verrez, elles ne sont pas d'accord et elles vont passer leur vie à découvrir le sol. Donc voilà, la permaculture, c'est pas un dogme, c'est pas une espèce de religion écologique extrémiste où il n'y aurait aucun plastique ou aucun arrosage ou aucun... voilà, la permaculture, c'est vraiment une caisse à outils pour faire un monde meilleur
et une caisse à touilles très polyvalente, très adaptable. D'accord, donc si je comprends bien, c'est c'est une manière de pratiquer l'écologie et ça répond à beaucoup d'enjeux en même temps, c'est très holistique et beaucoup de gens, j'imagine, ont envie de s'y intéresser, d'apprendre, de commencer à pratiquer. Et en fait, la question, ça serait euh, pourquoi serait-il si important aujourd'hui de pratiquer la permaculture? Qu'est-ce que la permaculture, à quoi peut-elle répondre et en quoi est-ce si important? Euh, en fait, en quoi c'est important, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu la destruction de l'environnement autour de nous, là. C'est un peu la fin du monde de ce que nous emmènent nos dirigeants. C'est directement lié à notre culture, à la société de loisirs et de consommation, qui nous transforme en parasites de l'environnement, en nuisibles. On est nuisible au futur de nos propres enfants. Et la permaculture permet de répondre et de résoudre à peu près tous les problèmes qui ont été créés par notre culture d'esclaves. Euh, les gens se plaignent au niveau du social, ça nous permet de retrouver notre pouvoir au niveau social. On se plaint au niveau des pesticides, de la nourriture, de la destruction de l'environnement. Ça permet de résoudre tous ces problèmes en même temps. Euh, et surtout, ça nous permet de redevenir souverains. La société de consommation annihile nos cerveaux, nous invite vraiment à ne plus réfléchir, on n'a pas à être créatif, on a juste à subir, à consommer, à avoir notre seule créativité, c'est de choisir entre un Mars et un Bounty, quoi. Mais te faire tes propres gâteaux, te faire tes propres recettes, inventer toi-même ta nourriture, en fait, ça c'est pas prévu dans dans la société de consommation. Les agriculteurs sont des esclaves qui font les itinéraires techniques qu'a pondu la FNSEA et qui épandent les semences qui ont été créées par la FNSEA. Un agriculteur, il n'est pas souverain de faire ses semences, alors qu'un paysan, si, et qu'un permaculteur, si. Et donc, par exemple, là, ces tomates, c'est de la paola, c'est un résidu de paola, en fait, hein, c'est des hybrides fins qui, quand on les ressème et qu'on les rend sauvages, et ben ça donne quand même de très bonnes tomates, en fait. Et alors qu'on nous raconte que les hybrides fins c'est stérile, c'est juste leur productivisme qui ne va pas être reporté à la génération d'après, mais en fait les semences sont facilement régénérables. Et on pourrait dire que moi, un bon citoyen de la banlieue parisienne, prédisposé à être un consommateur et avoir un crédit sur le dos, je peux me retrouver à être comme cette tomate, en fait, à être ensauvagé, réautonomisé, et qui fait que, en gros, la permaculture, elle peut nous amener à nous réautonomiser à peu près sur tous les sujets qui nous fâchent. Donc pourquoi c'est important pour moi? Simplement parce que autrement la race humaine n'a aucune chance de survivre sur Terre, hein. C'est pas difficile. Regardez notre façon parasitaire de vivre, regardez en face la façon, notre culture. On sait qu'on a à peu près 60 récoltes devant nous, là. L'humanité a à peu près une soixantaine de récoltes à la manière pétrochimiste. Et que tous ces acteurs de la destruction de l'environnement le font pour les consommateurs. C'est pour nourrir le consommateur qu'on détruit tout. Donc quand le consommateur devient un consommateur et commence à reproduire, à produire sa maison, à produire ses tomates, ou alors à produire un argent vert qui lui permet d'acheter les tomates aux maraîchers en permaculture ou en maraîchage sur le sol vivant d'à côté, on devient la solution de ce monde. Alors surtout si en plus vous avez des problèmes de santé, parce que moi ce qui m'a amené à ça c'est avant tout des problèmes de santé, qui a fait que étant intolérant au gluten, aux produits laitiers et surtout aux pesticides, aux produits chimiques, et en plein de troubles physiologiques quand je mange ce que les gens mangent en règle générale, ça m'a poussé en fait à me réautonomiser. Et en fait je me suis rendu compte qu'en faisant ça, non seulement je réglais mes problèmes, mais je réglais les problèmes de toute l'humanité en fait. C'est que ici dans ce jardin, c'est un havre de paix, de biodiversité. Aucun animal n'est exterminé. J'ai des abeilles qui se font manger par le frelon asiatique, mais les abeilles produisent à la fois du miel pour elles, pour moi, et assez d'abeilles pour nourrir les frelons. Donc même le frelon asiatique ici n'est pas un problème.
Donc voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, pour en gros réégayer votre vie, réégayer la vie et surtout, moi en tout cas pour moi, c'est donner un sens en fait. Cette vie n'a pas de sens. Enfin, être un esclave de cette société de consommation n'a pas de sens, n'a pas de. Je pense que je m'auto-détruirais très rapidement si j'avais continué à, à être un ouvrier de cette culture, quoi. Maintenant, je préfère être un ouvrier d'un monde meilleur. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse très complète et aussi personnelle sur ce qui t'a amené à la permaculture et à devenir formateur, designer. Euh, Comme tu le sais, je suis venu à ce stage aussi pour amener de la permaculture dans mon projet de verger bio. Donc j'ai choisi aussi de devenir paysan hein, par conviction. Et, euh, et comme voilà, tu es aussi spécialiste des jardins-forêts en milieu tempéré, des vergers permaculturels, pourrais-tu nous en dire plus sur à quoi ressemblerait un verger permaculturel pour toi? Voilà, ou comment transformer un verger classique en verger permaculturel? Voilà, qu'est-ce que c'est pour toi, le verger perma? Alors, le verger permaculturel, il peut avoir plein de formes, en fait, d'approches différentes en fonction du designer qui va le concevoir. Donc, sachant que la permaculture nous invite à redesigner, à reconcevoir nos vies. Donc, ton verger, ton design sera un peu unique. Il aura ta couleur à toi en fonction de tes besoins. En tout cas, ce que je verrais comme règle générale, c'est que dans un jardin en permaculture ou un verger permaculturel ou un ensemble de haies fruitières ou un jardin forêt, appelons ça comme on veut, ce qu'il va y avoir comme règle, c'est la diversité. Essayer d'avoir un design sur le temps et l'énergie qu'on va passer, faire un design intelligent en fait pour ne pas gaspiller son temps, pour ne pas gaspiller l'eau, pour ne pas gaspiller les ressources et pour optimiser tout ça. Le design d'un jardin-forêt va être basé sur l'autonomie des plantes, la facilité pour les plantes et l'autonomie et la facilité pour celui qui va avoir à exploiter ce jardin, enfin à exploiter, à collaborer avec cette zone de production. Après, ça peut avoir plein de couleurs en fait. Pour un professionnel qui, comme toi par exemple, va produire de la cerise, ça va être important à certains moments de pouvoir avoir certains contrôles sur la régulation des insectes. Donc peut-être chez toi, il y aurait des filets autour de tes... Il y a un pigeon qui vient nous voir. Il y aurait un filet autour de tes cerises et ça peut être une cerisière permaculturelle avec des filets autour. La question c'est comment tu vas pouvoir remettre des insectes, comment tu vas pouvoir avoir une biodiversité à l'intérieur vu que tu te protèges un peu de l'extérieur avec des bestioles comme les étourneaux ou la mouche drosophile Suzuki. Si on les laisse faire, ta cerisière, tu vas pas pouvoir nourrir tes clients. Donc comment on arrive à créer un compromis entre ta zone de production et le sauvage. Ici par exemple il n'y a aucune protection, tout est laissé libre. Donc du coup les frelons mangent mes poires, les frelons mangent mes raisins, beaucoup de raisins là cette année. Je ne vais pas récolter beaucoup de raisins parce que entre les oiseaux qu'on soif et les frelons, bon, moi ici j'ai pas de problème, malgré tout j'en aurais quand même trop du raisin, j'aurais quand même trop de tomates, trop de haricots, donc je fais en sorte de planter un petit peu plus pour compenser. Toi qui es professionnel, tu ne pourras pas te permettre ce luxe. Donc du coup, c'est difficile de faire une généralité, enfin en tout cas de répondre à ta question, quelle couleur ça devrait avoir, parce que c'est très relatif à celui qui va devoir gérer ce lieu et pour quelles raisons il le fait, quoi. D'accord. Oui, merci. Et du coup, euh, effectivement, et pour quelqu'un qui a un jardin et qui veut le transformer en jardin-forêt comestible, bon, bien sûr, il peut acheter il ou elle peut acheter ton dernier livre qui explique très bien tout ça. Mais s'il y aurait deux, trois choses à faire ou à observer en premier, qu'est-ce que ce serait pour se dire, tiens,
je passe à l'action sur mon terrain. Bah déjà, c'est vous poser la question quels sont vos besoins. Alors ça, c'est à la clé. Parce que je vois que la majorité des gens surdimensionnent ou sous-dimensionnent les trucs, euh, font les choses au pifomètre sans se poser la question quels sont vraiment mes besoins. Euh, Vont collectionner tout un tas de trucs, de fruits rares ou de vouloir sauvegarder des variétés anciennes sans même penser, bon bah déjà ce qu'il faudrait c'est que je me nourrisse et que... donc déjà la première chose c'est posez-vous les bonnes questions de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez, euh, qu'est-ce que vous préférez, comme quels sont les légumes qui vous nourriront le plus et qui produiront le moins d'efforts à être produits. Hein, je vois beaucoup de gens qui se jettent à essayer de faire des tomates, des poivrons, des aubergines. Et alors que ce qui est plus simple et le plus nourrissant, c'est plutôt de faire des courges, des courgettes et des pommes de terre. Mais voilà, c'est plus sexy les tomates, alors qu'en fait c'est pas très nourrissant, c'est assez acidifiant pour la santé. Et c'est pas forcément le fruit le plus... ou le légume, enfin, vu que c'est entre les deux, entre le fruit et le légume. Ce qu'il y a de plus nourrissant en fait, mieux vaudrait faire... bon là, on a des betteraves. Je sais pas si on va la voir sur le cadre là, mais on a des belles betteraves, ça pousse tout seul, ça prend pas de temps, on a juste acheté les semences. Voilà, et ça vous passerez l'hiver avec, pas avec des bocaux de tomates quoi. Donc voilà, ce serait déjà se poser les bonnes questions de qu'est-ce qu'on veut produire, ensuite combien de temps on veut y consacrer. Ça va nous donner un petit peu des tailles, des dimensions et puis des stratégies. Donc là par exemple on est dans une allée où j'ai mis volontairement du plastique et du broyat pour qu'il n'y ait aucun désherbage. Ici j'ai pas de désherbage, je dois avoir pour ces deux plates-bandes ça va me compter à peu près, je sais pas, peut-être 2 heures de désherbage par an en tout et pour tout quoi. Là j'ai conçu le jardin du fait que je peux pas y passer de plus de 4-5 heures par semaine. Et donc du coup c'est important déjà de se poser les bonnes questions parce que sinon on ne peut pas trouver les bonnes réponses dans notre design, sachant qu'un design est un ensemble de réponses à des problèmes, à des problématiques. Donc ce que j'aurais tendance à vous conseiller c'est prenez le temps, posez-vous les bonnes questions, ralentissez, prenez de la hauteur plutôt que de vous précipiter à vouloir absolument faire un truc. Souvent je vois que les gens sont dans le faire, ils ont vu une vidéo sur les buttes, hop ils veulent faire une butte, ils veulent faire un jardin forêt, et se précipiter mais sans se poser la question, bah oui mais sur quelle surface, qu'est-ce que je veux comme fruit. Voilà, donc je commencerai par ça déjà, ça fait déjà pas mal. Posez-vous les bonnes questions, prenez de la hauteur sur qu'est-ce que vous voulez faire. Oui, c'est déjà bien de commencer comme ça et merci pour ces pistes. Aurais-tu un mot de conclusion pour voilà, par rapport à la permaculture ou aux futurs permaculteurs, un message à transmettre? Alors qu'est-ce que j'aurais comme message à transmettre? Essayez, enfin en tout cas, je vais parler de mon cheminement en fait. J'ai longtemps voulu faire un monde meilleur et voulu agir par rapport aux problèmes environnementaux, aux socio-environnementaux. Et je me suis beaucoup occupé de l'extérieur, en fait, d'essayer de changer le monde extérieur. Et je me rends compte vraiment maintenant, a posteriori, que c'est vraiment mon monde intérieur. C'est en prenant soin de moi que je prends soin de la terre, c'est en prenant soin de moi que je prends soin des autres. Avant, je voyais ça comme une forme d'égoïsme, mais tous les animaux sont égoïstes, en gros. Tous les pigeons qui roucoulent, là, ils roucoulent pour eux. Ils ont leur territoire, ils n'ont pas forcément envie de le partager. Et ils prennent soin d'eux. Et c'est justement parce que tous les animaux prennent soin d'eux que ça fait une nature qui prend soin d'elle. Et que je me rends compte que de s'agiter à essayer de vouloir faire un monde meilleur précipitamment et pour faire un monde meilleur, ça n'a pas de pérennité dans le long terme. Ce qu'il y a vraiment de la pérennité dans le long terme, c'est vraiment vouloir être heureux, vouloir redonner du sens à sa vie, vouloir pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait que tiens, ce matin je me sens triste ou au contraire que je me sens joyeux. Bon là, depuis le début du Corona Circus, je ne vous cache pas que j'ai eu des moments où je me levais le matin et où je me sentais triste, mais ce qui me permettait de pouvoir me ressourcer, c'était pas forcément d'avoir des tomates et un jardin. C'était plutôt de pouvoir me réémerveiller, d'entendre ces pigeons qui roucoulent, de voir mes abeilles qui sont en pleine forme malgré le fait qu'il y ait des problèmes. Et pour pouvoir s'émerveiller de ça, ces petites choses,
je me rends compte qu'il faut que j'ai fait un certain nettoyage en fait dans ce qu'il y a dans mon cœur, dans ma colère, et que si j'ai pas nettoyé ça, en gros si ma baraque est en bordel, j'ai du mal à savourer d'être dedans en fait, et de savourer les petites choses simples de la vie. Donc voilà, si j'avais un conseil à vous donner, c'est prenez soin de vous, essayez de déposer un peu cette masse de peine ou de colère que vous avez accumulée dans l'enfance, parce que avec ces valises pleines, là, n'importe où vous vous poserez, il y aura ce merdier, il y aura cette lourdeur, il y aura cette peine, il y aura cette colère, et que c'est pas en faisant des belles tomates ou un beau jardin forêt que ça va nettoyer ce jardin d'Éden intérieur. C'est que c'est important d'aller faire un peu quelques déracinages de mauvaises herbes plantées par votre famille et votre culture, et puis de refaire du semis de plantes beaucoup plus douces et beaucoup plus sucrées que celles qui ont été plantées à la base. Eh ben, merci beaucoup Franck. Avec plaisir, merci à toi pour ce que tu fais. Merci pour ton authenticité et toutes ces réponses qui ont beaucoup de sens. Avec plaisir, à bientôt j'espère. À bientôt. Voilà, merci à vous pour ce visionnage et merci à Franck pour son éclaircissage sur la permaculture et aussi sur les aspects je dirais, d'écologie intérieure qui sont importants. C'est bien de planter des arbres, mais c'est aussi bien de soigner son jardin intérieur, je dirais. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit avis en commentaire, à vous abonner à la chaîne, et merci beaucoup, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!